Salut toi! Je crois que le syndrome du sauveur c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, mais j'aimerais revenir là-dessus, j'aimerais revenir sur ce que c'est, pourquoi c'est handicapant, pourquoi est-ce que ça touche la plupart des gens qui sont vraiment aidants et surtout le personnel soignant et le personnel de care, tout ça, tout ça. Donc le syndrome du sauveur, ça fait partie d'un triangle qui s'appelle le triangle de Karpman, je crois. Karpman, je crois, c'est ça. Donc c'est un triangle. À chaque pointe du triangle, il y a donc le sauveur, évidemment, mais aussi le persécuteur et la victime. Quelqu'un qui est victime du syndrome du sauveur, il est ces trois personnages à la fois. Dans un côté de sa vie, il est sauveur, évidemment, il essaye de sauver les gens, comme si on me prend moi comme exemple. Si j'avais le syndrome du sauveur, je serais le sauveur, évidemment, parce que je suis coach et que je prends en charge des gens tout au long de ma vie. Là où je serais victime, ça serait où si j'avais pas coupé les relations avec mes parents, qui sont très maltraitants, ou alors avec mes amis, eh bien, je serais victime de ce côté-là. Et je serais très certainement persécuteur, je sais pas, peut-être justement avec mes amis ou même avec certains de mes clients. C'est possible aussi, ça arrive. D'ailleurs, le médecin qui prend en charge quelqu'un et qu'il prend en charge et qu'il maltraite un petit peu, généralement c'est un des symptômes du syndrome du sauveur. Parce qu'il se dit, voilà, moi je dédie ma vie à ces gens-là, ils sont pas du tout reconnaissants, donc je vais leur faire payer. Donc, personne te demande de sauver la vie des gens. Personne te demande de leur sauver la vie tellement fort que ça t'épuise. Et du coup, personne ne mérite d'être persécuté de cette manière-là. Donc voilà. Ce syndrome du sauveur, en quoi est-ce qu'il est délétère? C'est justement parce que on essaie de sauver les gens tellement fort qu'on s'en épuise. Ça devient épuisant de tout le temps être là pour ses amis, de répondre aux appels à 23h30, de répondre aux appels à 2h du matin, d'être là, toujours là, présent, et voilà, et on dédie son énergie à tout le monde, partout, tout le temps, et au final, cette énergie, elle s'épuise jusqu'à ce que il n'y ait plus d'énergie du tout. Et pourquoi est-ce qu'on dédie toute cette énergie aux autres? C'est parce que ça nous fait du bien, hein, finalement, d'être... d'être considéré de cette manière-là, sûrement parce qu'on est victime quelque part. Et aussi, il y a souvent l'espoir que cette énergie qu'on dédie aux autres, elle nous soit rendue. Ce qui n'est jamais le cas. Ce qui n'arrive presque jamais. Pourquoi ça n'arrive pas? Donc ça arrive dans des relations équilibrées, hein, évidemment. Quand on est dans une relation équilibrée d'amitié avec les gens, on offre quelque chose, on a quelque chose en retour. Voilà, c'est comme ça que cette relation s'alimente. Dans le cas du syndrome du sauveur, la plupart du temps, les gens ne rendent pas l'énergie qu'on leur donne. D'une part parce qu'ils n'ont jamais demandé à être sauvés. Quelqu'un qui ne veut pas être sauvé n'est pas sauvable. Et ça sert à rien de s'épuiser à essayer de le sauver parce qu'il n'en a pas envie. D'autre part, parce que les conseils qu'on donne en tant que sauveur, c'est des conseils qui sont gratuits. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte très très fort à l'intérieur. C'est que les gens qu'on aide et à qui on donne des conseils et qui à la fin nous disent « Oh là là, ça m'aide vachement et tout, je vais pouvoir passer à autre chose, blablabla », la plupart du temps, ils n'utilisent pas ces conseils, ils les mettent pas en place. Juste le fait de s'être déchargé, ça les a aidés, mais les conseils, ils les mettent pas en place du tout. D'une part parce qu'ils les ont pas demandés, et d'autre part parce qu'ils se sont pas investis dans ces conseils-là. Et l'investissement financier, c'est une sorte d'investissement. À partir du moment où je me sacrifie un petit peu et où je paye quelqu'un
pour pour voilà, résoudre un problème, et ben à partir du moment où je fais ça, où je paye pour résoudre un problème, bah, je suis beaucoup plus investie que quand je paye pas. Et c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais si ce syndrome du sauveur fait réellement partie de ta vie, si t'as une personnalité qui fait que tu vas aider les gens et que les gens, tu sens qu'ils ont besoin de toi, si tu règles ce syndrome du sauveur en sachant exactement où est-ce que tu es victime, où est-ce que tu es persécuteur et où est-ce que tu es sauveur, et ben le meilleur moyen de mettre à profit cette personnalité de care, c'est d'en faire ton métier et demander aux gens de te payer. Parce qu'il n'y a plus cette relation déséquilibrée en fait. Il n'y a plus cette relation déséquilibrée, les gens ne vont pas aller au-delà du cadre puisqu'ils te payent pour ça. Et c'est terrible, je sais que c'est terrible d'amener l'argent comme ça, comme moyen thérapeutique, à ne pas devenir fou, à ne pas entrer en burn-out, ce genre de choses. Mais c'est un réel moyen de sortir de ce cercle-là. Ou alors, ça peut être aussi une pente glissante qui va t'amener vers le burn-out. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu dédies ta vie à soigner les gens, que ce soit physiquement ou psychologiquement, à les soigner, à partir du moment où tu dédies ta vie à ça, les gens se sentent plus. Et se sentent plus, ouais, c'est ça. Et ils te sollicitent partout, tout le temps, parce que justement, c'est ton métier et que t'aimes ça. Donc c'est à toi de mettre le cadre. C'est à toi de dire « Je suis pas en train de travailler, donc je ne vais pas donner ces conseils-là. Je suis pas en train de travailler, donc je vais pas aider. Je suis pas en train de travailler, donc je suis pas obligée de le faire. Et si je le fais et que ça m'épuise, je pourrais ne m'en prendre qu'à moi. Parce que c'est moi qui ai décidé d'être dans cette situation. Et il y a vraiment une histoire qui a été hyper marquante pour moi dans ma vie de petite fille. C'est cette histoire, je crois que je l'ai déjà raconté cette histoire, mais bon, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Tavikon et je suis coach de vie. Et j'utilise l'hypnose pour traiter les blocages inconscients des personnes qui viennent me voir. Et pour devenir coach de vie, j'ai dû faire un très grand travail sur moi-même et me rendre compte que j'avais 2 parents qui étaient maltraitants psychologiquement. Et c'est paradoxal parce que ils nous maltraitaient, nous, nos parents, moi et mon frère, mais mes parents, mon père est médecin et ma mère est infirmière. Donc ils traitaient bien leurs patients, d'ailleurs c'était des très bons professionnels apparemment. Ma mère a même écrit des articles scientifiques dans des revues scientifiques, donc c'est très important quoi. Mais ils étaient très maltraitants psychologiquement quand même. Et j'ai appris certaines choses d'eux, notamment une fois où on était en train de faire les courses avec mon père, mon frère et moi, et mon père sortait d'une garde, donc la garde chez les médecins. La garde chez les médecins, c'est travailler pendant 24 heures de suite sans dormir. C'est pas seulement être de nuit, hein, c'est commencer à 7h le matin et finir à 7h le lendemain matin. C'est vraiment, voilà, on dort pas, on n'a pas de pause, jamais. Donc mon père sortait d'une garde de 24 heures, il n'avait pas dormi. Et un matin, il décide de nous emmener faire les courses parce qu'il fallait faire les courses et que voilà, c'était comme ça, sinon on n'allait pas manger. Donc on va faire les courses, toujours sans que mon père ait dormi. On arrive au magasin, on arrive à la caisse, et à un moment, il y a un attroupement, et il y a quelqu'un qui crie, et il y a quelqu'un par terre, une femme enceinte par terre. Faut savoir que mon père, il est médecin anesthésiste. Enfin, il était médecin anesthésiste quand il était pas à la retraite. Donc tous les jours, le médecin anesthésiste, ce qu'il fait, c'est pas genre des opérations spectaculaires à cœur ouvert et ce genre de choses, voilà. Non. La plupart du temps, les médecins anesthésistes,
ils font des péridurales. Hein. C'est ça qui arrive le plus généralement. Donc mon père voit cette femme enceinte par terre. Et alors qu'il est épuisé physiquement, psychologiquement, qui rentre de 24 heures de garde, et qu'il est enfin seul avec ses enfants, en train de faire les courses, tout ce qu'il a envie, c'est dormir. Il y a encore une fois son travail qui le rattrape dans le supermarché. Il a deux choix. Il a deux choix très difficiles. Soit il y va, et il va voir ce qui se passe, et il la prend en charge, et ça va prendre des plombes, parce qu'il faut attendre l'ambulance, etc., etc. Soit, il s'en va. Il dit pas qu'il est médecin, et il se casse. Et il a fait un truc un petit peu entre deux. C'est que, il a levé la tête, il a vu que la femme était consciente, il a vu qu'elle avait pas, qu'elle était pas blessée, qu'il y avait plein de gens pour s'occuper d'elle, qu'elle allait bien. Et du coup, il a mis les courses dans le caddie, il a pris ses 2 enfants sous le bras, il a payé, et il s'est cassé. Et franchement, même si vous pourriez penser que c'est un truc terrible que de pas s'occuper de quelqu'un alors que on a dédié sa vie à ça, mais ces quelqu'un en dehors du travail peuvent nous sucer l'énergie jusqu'à la moelle et nous faire tomber dans un burn-out très dur et dans un état dépressif très lourd. Donc savoir se préserver quand on est dans une profession de care, savoir se préserver, c'est aussi savoir dire non, même dans des situations d'urgence. Et surtout dans des situations d'urgence. Parce qu'il y aura toujours de l'urgence, il y en aura toujours partout. Et on pourra faire partie de l'urgence quand on sera en poste, tout simplement. Je ne prends pas... je ne donne pas de conseils de coaching quand je suis en soirée. Je n'écoute plus les histoires personnelles de parfaits inconnus qui veulent absolument avoir mes conseils. Je ne donne pas de conseils sur comment s'endormir, comment se réveiller ou comment gérer son intelligence en arborescence quand je ne suis pas en train de travailler. Parce que tout ça, c'est mon job. Et ça n'a pas à atteindre ma vie personnelle. Et c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est même dur pour moi de devoir dire non. C'est dur pour moi de devoir dire non à quelqu'un qui souffre au milieu d'une soirée parce que j'ai juste envie de passer une bonne soirée. C'est dur de se faire passer en premier, au-delà des autres, quand on a l'impression que leur vie est en danger. Mais la réalité, c'est que les gens qui souffrent, qu'on soit là ou pas, ils souffriront toujours. Et qu'on soit là ou pas, ça fait pas de grande différence. Ça ne fait de différence que quand on l'a décidé. Et quand on est forcé à faire ce genre de choses, à s'occuper de ce genre de personnes, et ben il n'y a pas d'investissement de leur part. Et quand il n'y a pas d'investissement de leur part, et ben ça marche moins bien. Donc il y a ça à prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet, sur le triangle de Karpman et sur le syndrome du sauveur. Si jamais tu as des questions sur ce genre de choses, que tu penses que tu as un syndrome du sauveur et que tu as vraiment envie de passer au-delà de ça et que tu as vraiment besoin d'aide, je te propose de réserver un appel sur mon Calendly. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ou alors de regarder mes vidéos précédentes en t'abonnant et en laissant un petit pouce bleu. Ou alors en laissant un petit message sur Instagram ou sur Facebook, c'est là où je suis les plus active. Voilà, la plus active d'ailleurs, la plus active. Très bien. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu vas un peu mieux maintenant que tu comprends tout ça. Et qu'on se verra très vite. Allez, bisous.